Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. On continue notre réflexion sur le livre que vous avez écrit avec Nicolas Leron, La double démocratie, une Europe politique pour la croissance. Et je voudrais aborder aujourd'hui le problème de l'industrialisation, plutôt de la réindustrialisation d'une partie de l'Europe. Ce qu'on constate, c'est qu'au lieu d'une convergence, nous avons assisté à une divergence, avec une polarisation de certains secteurs industriels au centre, au cœur de l'Europe. Et vous avez imaginé un processus, des institutions qui permettraient de réindustrialiser cette Europe. Comment ? Donc, alors réindustrialiser l'Europe s'inscrit évidemment dans la grande transformation de l'économie mondiale. Je le rappelle que nous sommes à la fois dans une situation qu'on a appelée stagnation séculaire et qui exprime l'épuisement d'un régime de croissance antérieur, et la nécessité qui émerge fortement maintenant et où la COP21 a été véritablement un point d'orgue temporaire, qui est de fabriquer un régime de croissance qui permet de lutter contre des problèmes, si vous voulez, qui peuvent être mortels pour l'Europe: changement climatique, transition énergétique. Ceci s'inscrit dans ce que j'ai étudié en longue période sur le capitalisme, la question de l'énergie et de ce qu'elle implique comme structuration de l'industrie étant le vecteur des révolutions industrielles. Et aujourd'hui, nous sommes dans un problème fondamental qui est le développement d'une transformation énergétique en termes à la fois d'usage et de sources d'énergie qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler le changement climatique. L'énergie, plus que le numérique, l'informatique, les technologies de l'information. Il me semble pour moi que le numérique et informatique vont être des vecteurs considérables, c'est-à-dire en particulier la nécessité de transporter de l'électricité sur de longues distances. Si le solaire doit être fait là où il existe, où il est le plus performant, c'est-à-dire dans l'Europe du Sud, il faut à la fois investir dans l'Europe du Sud sur les capacités de production d'énergie primaire et le transporter dans toute l'Europe. Donc il faut des réseaux intelligents d'électricité. Et là, alors, ça introduit beaucoup, si vous voulez, de technologies très sophistiquées de l'ordre de l'informatique et du numérique. Donc il y a une intégration, à mon avis, du numérique dans l'industrie, et beaucoup plus dans la nouvelle industrie que dans l'ancienne. Alors, la question essentielle du financement de ça. Il est clair que, les climatologues l'ont montré, le GIEC le montre, etc., il s'agit d'investissements à la fois lourds, de long terme et à risque, car les technologies sont encore loin d'être stabilisées. Investissement lourd, de long terme et à risque, c'est incompatible avec la logique du marché d'aujourd'hui. Elle se heurte à ce qu'on appelle, à ce que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a bien défini, trouvé le mot, la tragédie de l'horizon. C'est-à-dire qu'aucun décideur, qu'il soit financier ou politique, dans le cadre, si vous voulez, des renouvellements de pouvoir qui existent aujourd'hui, s'intéresse à des investissements à 30 ans, 50 ans, alors que ceci se faisait au XIXe siècle. Et pourtant, ce sont des investissements intergénérationnels, en quelque sorte. Ils sont intergénérationnels, c'est ça qui est fondamental. Donc, la nécessité d'une réflexion politique pour donner un cap qui va loin est cruciale. Il est très possible qu'il soit nécessaire au niveau mondial, disons, d'avoir une agence du type du Conseil de sécurité pour le problème de l'environnement, dans le cadre des Nations Unies. Mais ceci donnerait le contexte institutionnel global qui permet de pousser, en quelque sorte, les États à changer leur vision des choses et aller plus loin. Mais la chose suivante, donc ça c'est indispensable, et ça fait partie de ce que j'ai appelé dans la première conférence, le problème essentiel de compétences qui doivent être mises en commun pour définir un pacte et un projet. Alors si la finance n'est pas capable, si la finance n'est pas capable par elle-même, la finance de marché telle qu'on la connaît, n'est pas capable de financer ces projets à très long terme, il faut donc une transformation du système financier pour briser la tragédie de l'horizon. Quels sont les acteurs qui sont... il me semble que 3 acteurs sont fondamentaux là-dedans. Le premier, parce que c'est ceux qui initieraient en quelque sorte des innovations impliquant des investissements lourds, supposant une expertise, une analyse et une mise de fonds
par des acteurs qui sont des acteurs qui n'ont pas de contraintes de liquidité, qui ont un actionnariat public stable. Donc, vous voyez, c'est le contraire de la finance d'aujourd'hui. Et ce qu'on appelle les banques publiques de développement ou les gros investisseurs publics. La Caisse des dépôts ne se considère pas comme une banque, mais comme un investisseur public. Donc en France, la Caisse des dépôts. Nous avons une chance formidable en Europe, c'est d'avoir un réseau de banques publiques de développement dans la plupart des pays. Et l'idée est donc de dire, ben voilà, il faut transformer le plan Juncker de la manière suivante. Tous ces acteurs... Le plan Juncker est construit autour... Juste un instant, pardon Michel. La Banque des dépôts en France, il y a des équivalents à l'étranger? La KfW allemande, il y a la Cassa Depositi de gestion, enfin, je ne sais plus exactement son nom, italienne. Vous en avez en Belgique, vous en avez aux Pays-Bas. Donc là, on a une espèce de réseau. Alors, mais il faut les mettre en réseau, justement. Il faut les mettre en réseau et il faut qu'ils deviennent actionnaires du Fonds européen stratégique, Fonds d'investissement stratégique, qui est déjà construit, mais qui a des ressources beaucoup trop faibles et qui est piloté par la Banque européenne d'investissement. Donc, ce réseau aurait un pilote, qui est la Banque européenne d'investissement. Il y a des experts qui permettent d'analyser le type d'investissement à faire et il y a la possibilité d'investir dans la durée. Et il y a aussi, et c'est ça qui est important, la capacité, à mon avis, de ces entités-là d'émettre des obligations pour faire un levier, ça c'est la même chose que le plan Juncker. Et de s'adresser là au marché financier. Et donc c'est là que ce dont j'ai parlé dans la phase de la première, si vous voulez, de nos échanges. L'idée d'un budget de 3,5% du PIB, c'est pour trouver disons, un backup, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un fonds de garantie, par rapport à des investissements dont l'expertise est analysée par ces banques de développement, qui permettent d'entraîner l'épargne privée grâce à l'émission d'obligations, qui, alors pour le coup, seraient des eurobonds. Vous voyez, des eurobonds pour la croissance future, directement. Ce n'est pas du tout la mise en commun de dettes publiques préexistantes. Et ces eurobonds pourraient être achetés par des investisseurs, et devraient y être achetés. À mon avis, ils le seront certainement. Pourquoi? Parce qu'ils seront une nouvelle classe d'actifs qui n'est pas corrélée avec les actifs existants. Donc, des gros investisseurs institutionnels, ils vont y être poussés aussi par tout ce qui est fait aujourd'hui depuis la COP21. Faites en sorte que votre portefeuille, disons, d'actifs soit diversifié dans le sens de ce qu'on appelle un portefeuille de degrés. Allez vers un portefeuille de degrés. Ce qui veut dire désinvestissez des industries fossiles qui doivent normalement ne plus pouvoir extraire du sol le pétrole et puis le charbon qui s'y trouve, ce qu'on appelle des actifs qui sont, si vous voulez, dévalorisés, ou en anglais ce qu'ils appellent les stranded assets, et aller dans le sens d'actifs qui sont les supports de la nouvelle industrie. Eh bien, ces eurobonds sont exactement ça, puisqu'ils sont émis par ça. Et donc, les investisseurs responsables sont la deuxième catégorie. Oui, justement, les investisseurs responsables. Alors, pourquoi j'appelle ça investisseurs responsables? Investisseurs responsables, ça veut dire la chose suivante. Des investisseurs dont le passif est long et qui est contractualisé, c'est-à-dire les flux de paiement de retraite sont connus par l'investisseur. Donc, s'appuyer sur les fonds de retraite européens. Absolument. Mais aussi éventuellement du reste du monde. Je veux dire, s'ils considèrent qu'en Europe, on est en avance sur les autres, ils viendront. Les fonds souverains pourraient venir investir en Europe une partie de leur épargne qu'ils ont mis à sa disposition. Le point important, il est là. Ces acteurs-là ont donc intérêt. Pourquoi? D'une part, parce qu'il y a une pression portefeuille de degrés, ça c'est vrai. Mais aussi, surtout, ils doivent se dire la chose suivante. Si j'ai à investir dans 20 ans, si j'ai investi à avoir des actifs qui doivent me donner du rendement sur 20 ans, je dois m'intéresser au problème du rendement social de l'investissement qui est sous-jacent à ça, l'investissement réel qui est sous-jacent au portefeuille que j'ai. Je ne peux pas considérer que ce qui m'intéresse, c'est la myopie d'une plus-value d'à 3 mois. Et donc, c'est ça, être investisseur responsable par rapport à son passif. Il faut arriver à immuniser le passif, c'est-à-dire avoir un actif qui permet
dans toutes circonstances, de pouvoir payer les retraites. Hein. Et donc, ils ont intérêt à avoir cette nouvelle classe d'actifs, dès lors qu'on leur a fait comprendre, ou qu'ils comprennent eux-mêmes par l'analyse, que la croissance mondiale va dans ce sens-là. Et ça, c'est le deuxième acteur. Et donc, pour cela, ça va passer par des mécanismes de titrisation de crédit pour émettre ces obligations. Un certain nombre de questions financières connues, mais que je n'ai pas le temps de développer. Et le troisième acteur, c'est la Banque centrale. La Banque centrale, il est bien connu que nous sommes dans un changement de doctrine des banques centrales, que l'idée de monnaie neutre, de banque centrale qui ne s'occupe que d'une norme d'inflation est dépassée par la réalité, que toutes les banques centrales ont bien compris que les politiques qu'elles mènent dans le cadre de la nouvelle action macro-prudentielle, comme on dit, et sont des politiques qui ont des effets de transfert, elles rentrent dans la politique en général, les banques centrales, hein, avec les choix qu'elles font, eh bien, il est assez logique qu'elles régulent le prix de ces obligations vertes, nouvelles, en les achetant, les vendant, enfin disons en développant leur propre politique monétaire dans le cadre d'une régulation de ce marché, où les régulations de ce marché seraient incorporées dans leur politique monétaire. Donc les banques centrales n'ont pas à changer complètement de doctrine, sauf que la doctrine de la Banque centrale est déjà en train de changer. Et je m'appuie évidemment sur cette caractéristique que le monétarisme est, si vous voulez, dépassé. Donc mobiliser l'épargne à long terme pour favoriser de l'investissement transgénérationnel Oui. à travers 3 catégories d'acteurs, si j'ai bien compris. Oui. Les banques de développement national qui existent déjà, qu'il faut mettre en réseau, des investisseurs responsables et les banques centrales qui sont amenées à jouer un nouveau rôle. Michel Aglietta, je vous remercie.